Tout l'intérêt de votre rapport, il y a d'abord un constat, je pense que personne ne le nie en termes de dégradation climatique, environnementale, nécessité de réagir. Il y a les objectifs chiffrés, et puis vous avez des modalités pour les atteindre. Moi, je voudrais commencer par les objectifs chiffrés. Aujourd'hui, vous fixez en gros la nécessité d'investissement à 70 milliards, 66, 70 milliards. Est-ce que vous avez une idée de ce coût si vous aviez fait la même étude il y a 5 ans? Autrement dit, chaque année perdue comme ça, de combien est-il en train d'augmenter? Alors, si on avait fait le calcul il y a 5 ans, tout ce qu'on ne fait pas une année donnée se reporte. Si on ne le fait pas aujourd'hui, on devra en faire d'autant plus demain. Si on l'avait étalé sur une plus longue période, le coût par année aurait été plus faible. Et enfin, évidemment, je vais parler de vos propositions de financement. Alors, vous dites quelque chose qui me plaît assez, je dois dire, parce que je considère que la seule dette dont on peut mourir, c'est la dette écologique, bien davantage que la dette financière. Et vous dites que peut-être faut-il recourir pour des investissements à un peu plus de dette. Bien, le gouvernement prévoit 2,7% de déficit pour 2027. Est-ce que vous avez quantifié ce poids supérieur de la dette pour justement financer la question de l'investissement ? Sur la quantification de l'impact sur la dette de ces investissements, on estime que donc les besoins d'investissement qu'on chiffre et la part publique, qui est de l'ordre de 30 milliards par an, donc un point de PIB, ça fait à peu près 5 à 6 points de PIB de dette à l'horizon 2030 et le double en 2040. Alors, et enfin, évidemment, ma dernière question vient sur ce dont on a le plus parlé, c'est-à-dire le prélèvement exceptionnel et temporaire sur le patrimoine des plus fortunés. Je suppose que votre étude avait été peut-être faite avant les chiffres révélés par l'IPP sur à la fois l'enrichissement et ce que j'appellerais une sous-fiscalisation des vraiment plus riches, les milliardaires. Bon, et ce qui est dans cette étude était intéressante, c'est que ce n'était pas seulement la question posée de la justice fiscale, mais c'était le fait que les ressources du coup disponibles se quantifiaient en milliards, voire en dizaines de milliards, alors même que la cible était finalement réduite en nombre de personnes. On peut pas dire aussi que non seulement il est nécessaire, et s'il n'est pas mis sur table, est-ce que vous voyez une autre solution, mais que aussi il permet peut-être de réduire un peu le coût carbone et le coût environnemental des ultra riches, parce que plus vous êtes riche, plus quelque part, eh bien, c'est aussi un coût en termes de dégâts environnementaux. D'abord, un point général. Si on parle de révolution industrielle, si on parle de transformation profonde, ça veut dire que ça aura des implications lourdes sur un certain nombre de politiques publiques et en particulier sur les politiques fiscales. Donc il y a nécessité d'avoir une réflexion sur qu'est-ce que c'est que la bonne fiscalité dans une économie décarbonée. De manière générale aussi, je pense qu'il y a une notion à laquelle nous sommes attachés et que nous parlons dans le rapport, la notion de budget carbone. C'est-à-dire quand on doit faire une programmation dans le temps, même si l'accord de Paris ne retient pas cette notion de budget carbone, c'est-à-dire quel est le montant total des émissions que l'on s'autorise d'ici la décarbonation complète, il y a mérite à raisonner en termes de budget carbone. Parce que ça évite la tentation de repousser dans le temps, de se fixer des objectifs intermédiaires. C'est bien comme ça qu'il faut raisonner. C'est-à-dire que si on vise à limiter les températures, il faut que la notion qui correspond en termes de budget, de stratégie d'émissions, de réduction des émissions, c'est une notion de budget carbone. Et donc, là aussi, ce serait intéressant et important d'introduire ça dans la réflexion.
Bon, la position du gouvernement, moi j'attends de la voir. Pour l'instant, j'ai vu surtout les impossibilités. C'est-à-dire c'est non à l'endettement, non au prélèvement. On attend de savoir, et on saura probablement assez bientôt, quel est le plan de financement que le gouvernement envisage. Je rebondis sur la suggestion en fait, de lier programmation climat et programmation financière. Je pense que c'est le cœur de la question que vous posez, et je pense que c'est très important. C'est-à-dire qu'on a besoin d'allonger l'horizon, et on a besoin de mettre en cohérence la programmation des finances publiques et la programmation de l'action climatique. L'horizon de l'action climatique, c'est un horizon long, et cette mise en cohérence est indispensable. Elle est indispensable. Pour l'instant, on a l'horizon 2024, on a le PLF 2024, mais on ne sait pas très bien ce qu'il y a au-delà. Je pense que c'est très important de donner de la visibilité et de programmer l'ensemble des réflexions et l'ensemble des actions sur les finances publiques au-delà.